lecture. Je vous laisse découvrir ça tranquillement en vidéo et je vous retrouve à la fin pour vous parler de deux Amélie Nothomb qui s'inscrivent dans mon challenge bibliographie complet. Dernièrement, j'ai lu Jour de collège, coécrit par Sophie Delcourt, qui est professeure d'histoire-géographie, et Louise Cuneo, journaliste pour Le Point. Elles ont échangé ensemble au sujet d'une thématique bien précise, à savoir les premiers jours d'un tout nouveau professeur, d'un professeur débutant dans ses premières classes dans un collège de la banlieue parisienne. En fait, elles ont échangé pendant plusieurs semaines, il me semble. De ces échanges sont nés différents articles qui sont parus en ligne pour le magazine, le journal pardon, Le Point. Et c'est ensuite devenu un livre témoignage de comment un professeur débutant peut être jeté dans le bain d'un collège face à tout ce qu'on peut connaître dans les ZEP, si c'est bien le bon terme et que je ne me trompe pas. On y suit donc les aventures de cette prof qui est à la fois tout à sa conviction, tout à son engagement et complètement dépassée par les événements qu'elle va avoir à vivre. Elle se retrouve qui plus est à être professeure principale alors qu'elle n'a strictement aucune expérience et qu'elle ne sait pas par quel bout le prendre. Et si je ne fais pas d'erreur, elle fait partie aussi de cette nouvelle génération depuis qu'il y a eu un changement du fonctionnement pour accéder à l'éducation nationale où il n'y a plus les UFM. Donc elle dit ne pas avoir bénéficié de la même formation face à des élèves que ont pu avoir les anciennes générations de professeurs. Si je fais des erreurs sur le sujet, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire, c'est de mémoire et je ne maîtrise pas n'étant pas moi-même professeur. Donc si vous avez besoin de faire des compléments, n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, ce livre est un témoignage. Elle y raconte une année, sa première année en tant que professeur. Et c'est assez prenant parce que on sent bien, on va dire, toute la palette d'émotions à travers laquelle elle vit cette première expérience. Beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie, beaucoup presque d'utopie, j'ai envie de dire aussi sur certains points. Énormément de colère quand elle se rend compte qu'elle ne sera pas forcément soutenue par sa direction, soutenue par les parents, que les gens ne semblent pas les gens, mais les différents corps, aussi bien le corps enseignant que la direction, que les parents, que l'administration, que tout le monde ne travaille pas main dans la main et ça rend la tâche encore plus difficile. Il y a des moments qui sont particulièrement drôles, même si c'est presque de l'humour noir. Donc c'est un très bon témoignage qui se lit bien. Je n'ai pas appris grand-chose. Je lui ai clairement préféré Entre les murs, que j'avais lu, je crois, l'année dernière. Mais ça peut être quand même intéressant de le découvrir. Et à la fin, vous avez quelques pages donc, qui ont été ajoutées par Louise Cuneo pour donner son point de vue de journaliste, parce qu'elle aussi elle a été énormément surprise par tout ce qu'elle a appris. Elle avait une vision très extérieure du monde enseignant, on va dire, du monde de l'éducation, et être confrontée à cette fraîche professeure, on va dire ça comme ça, lui a permis de se rendre compte de tous les clichés, de tous les non-dits qu'il peut y avoir au niveau du domaine de l'enseignement. J'ai également lu une petite BD qui s'appelle Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon, réalisé, écrit, dessiné, illustré par Christian Bruel, Anne Gallian et Anne Bosselec aux éditions Être. C'est en fait une très très vieille BD qui a plus de 35 ans, qui a été rééditée a priori dans cette collection. Donc les dessins ne m'ont pas particulièrement plu. On peut comprendre au début du livre qu'ils ont eu un souci avec les planches originales, ce qui peut expliquer un petit peu le trait baveux, même s'ils ont utilisé l'informatique pour essayer de recréer les dessins de base. Là encore, si j'ai bien compris. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand on réfléchit que ce livre a 35 ans, il est sacrément précurseur sur le sujet. Et c'est très drôle parce que ça parle tout simplement de ce qu'une fille doit faire pour être une fille, de ce qu'un garçon doit faire pour être un garçon. Donc, on est face au petit personnage de Julie qui, en fait, n'est jamais assez bien pour ses parents parce qu'elle se coiffe pas comme il faut, parce qu'elle met des vêtements tachés, parce qu'elle porte pas des robes, parce qu'elle se comporte comme un garçon quand elle joue et que ça se fait pas. Et elle en a tellement marre de tout ça en fait qu'un jour elle se réveille et elle réalise que son ombre a changé et qu'elle a une ombre de garçon. Alors elle est bien embêtée parce que elle ne sait plus qui elle est. Elle ne sait plus si elle est Julie, une petite fille que ses parents n'apprécient pas, ou si finalement elle est un garçon et qu'elle a le droit d'être un garçon.
Jusqu'au jour où elle va rencontrer un garçon qui se cache lui aussi parce que il a l'habitude de pleurer comme une fille et ça se fait pas. Et tous les deux vont discuter ensemble et se rendre compte qu'on a le droit d'être qui on a envie d'être. C'est une toute petite histoire qui est très jolie par sa, pas par sa morale, parce que justement on est loin de la morale, mais par sa conclusion. Donc, sans parler des dessins que voilà, je n'ai pas spécialement aimé, ne serait-ce que pour la partie texte qui parfois est sous forme de poème, ce qui est assez joli, ça peut être un bon support pour aborder ce type de discussion avec les enfants et sortir des clichés du rose pour les filles et du bleu pour les garçons. Toujours en BD, mais dans un tout autre genre, je vous invite à découvrir ce petit bijou de par ce qu'il raconte. Cette BD autobiographique de Guy Delisle, publiée à l'association, qui s'appelle Pyongyang. C'est un récit autobiographique puisqu'il raconte les aventures, les anecdotes de Guy Delisle, qui donc s'est rendu, je dis Delisle, mais c'était juste Delisle, je ne sais pas, qui s'est rendu en Corée du Nord pour participer, pour travailler à la sous-traitance d'un dessin d'animation d'une BD, en l'occurrence Papyrus, si mes souvenirs sont exacts. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers l'article Wikipédia qui parle de cette BD. Il est très bien fait et il vous donne pas mal d'informations. Donc tout simplement, il a été convié à se rendre dans ce pays où il y a pas mal de choses qui sont sous-traitées, mais où il est quand même très difficile en tant qu'étranger d'y pénétrer, et même d'y circuler et d'y séjourner. Et au travers de tous ces dessins, en fait, alors il ne remet pas en cause le système, si, il remet en cause le système. Il fait part en fait de son étonnement de toutes ces habitudes qu'il peut y avoir en Corée du Nord et de choses qui sont toutes plus choquantes les unes que les autres en fait. C'est ça qui est hallucinant dans cette BD, c'est qu'il explique le quotidien à la fois des expatriés, je veux dire ça comme ça, à la fois des personnes qui se retrouvent à travailler en Corée du Nord pour une durée plus ou moins déterminée, le fonctionnement particulier des ONG dans ce pays, de pourquoi est-ce que plusieurs ONG ou associations ont décidé de se retirer de la Corée du Nord quand elles ont réalisé à quel point le système était perverti, de quel est le quotidien des personnes, des volontaires qui travaillent en Corée du Nord, et de ce fonctionnement que je ne saurais même pas décrire parce que, un, je ne maîtrise pas le sujet, et parce que, deux, j'hallucine complètement à chaque fois que je découvre un truc sur le dit sujet. Ceci étant, c'est plein d'anecdotes, donc c'est très intéressant de découvrir au travers de dessins, donc ce qui est très explicatif, ce qu'il se passe en Corée du Nord. Il y a des petites blagues, pas mal d'ironie, pas mal d'humour noir qui se sont glissés, notamment assez régulièrement des planches où on est invité nous-mêmes à découvrir quelles sont les personnes qui sont contre le parti, et c'est très drôle à chaque fois de voir comment c'est formulé. Mais moi j'ai découvert par exemple qu'il n'y avait pas de lumière à Pyongyang la nuit. Voilà, donc personne ne circule, rien n'est allumé à part les bâtiments en l'honneur du grand chef suprême. Impossibilité de sortir sans avoir avec soi son traducteur, impossibilité d'écouter autre chose qu'une certaine musique qu'on entend absolument partout, impossibilité de, impossibilité de, impossibilité de. Voilà, c'est un petit peu ce que vous allez découvrir avec cette BD, mais vraiment je vous invite à la trouver, à la regarder. Le dessin, j'ai presque envie de dire, pour moi, a été secondaire parce que ce qui m'intéressait, c'était le propos. Elle date de 2003, je ne sais pas à quel point la situation a pu stagner ou s'empirer depuis en Corée du Nord, mais c'est assez révélateur et je pense que pour ça, elle vaut le coup d'être découverte. À Noël, j'avais reçu en cadeau Je t'ai rêvé de Francesca Zappia. J'espère que je n'écorche pas son nom. Je n'avais jamais entendu parler de ce livre, je ne l'ai pas découvert, pour une fois ça change grâce à Booktube ou à Livre Addict. J'avais complètement craqué sur la couverture, j'adore la couverture de ce bouquin en fait, ce bleu pluie avec cet orangé. Il faut savoir que je fais une petite fixation sur le roux, sur les rousses. J'adore les cheveux roux, en fait je trouve ça très très joli sur les taches de rousseur, tout ça. Et rien que pour ça, voilà, j'avais envie d'avoir ce livre. Concernant l'histoire, ça se passe donc dans le lycée, hein, c'est publié aux éditions R, donc c'est plutôt un young adulte, ça se passe pendant le lycée. On y suit les aventures de Alex qui a quelques problèmes de santé. Elle souffre d'une maladie que je vous laisserai découvrir.
On l'apprend assez rapidement dans le livre, je vais y revenir, mais elle souffre d'une maladie et donc on suit ses aventures, la façon dont elle réussit plus ou moins à s'intégrer ou pas dans le lycée, le nouveau lycée dans lequel elle atterrit. Et il se passe pas mal de petites choses, une espèce de relation amoureuse, une espèce d'amitié, une espèce de relation particulière avec sa maman et sa petite sœur. Également un fond de complot au sein d'un lycée qui peut faire penser à un mauvais épisode, tout à fait, un mauvais épisode de série américaine, type quoi? Type One Tree Hill par exemple. Bref, c'est typiquement du young adulte. C'est écrit le coup de cœur de John Green, si ça peut vous inspirer ou pas. Moi je l'avais même pas vu, j'ai découvert ça en le prenant vraiment en main. Ça n'a pas du tout été un critère pour moi, mais ça peut vous donner une idée parce qu'effectivement ça ressemble un peu à ce qu'il peut écrire dans le style. Au départ, quand j'ai démarré ce bouquin, les 100 premières pages, j'étais pas super convaincue parce que concernant cette fameuse maladie, j'espérais qu'elle serait dévoilée beaucoup plus tard en fait et que c'était le point clé du livre, alors qu'en fait c'est presque du domaine de l'anecdote. Alors bien sûr ça va jouer parce que du fait de cette maladie en fait elle va souffrir d'hallucinations. Du coup vous allez passer tout le livre à vous demander ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Donc ça peut rendre la lecture prenante, intéressante, presque intrigante, mais malgré ça, ça fait presque partie du domaine de l'anecdote. Ceci étant, c'est une maladie qui change un peu des cancers, des leucémies et autres trucs qu'on voit beaucoup ces dernières années. Donc rien que pour ça, ça valait quand même le coup. J'ai trouvé que les images, les comparaisons étaient assez bien trouvées. J'ai souvent souri devant certaines formulations. Par exemple, à un moment, elle compare les yeux bleus d'un garçon en disant qu'en fait elle n'arrive pas à déterminer le bleu de ses yeux et elle en arrive à conclure que en fait ses yeux sont de la couleur de tous les crayons bleus qu'elle peut avoir en les mélangeant. Je trouve ça super mignon et il y a plein de petites comparaisons comme ça dans le bouquin et elles sont bien trouvées, donc c'est agréable à lire, c'est bien écrit. Ça va pas rester un livre qui va être dans ma mémoire ad vitam aeternam, mais on passe quand même un bon moment et je vous conseillerais plutôt de le lire malgré tout. Pas forcément de l'acheter, peut-être plus l'emprunter, mais pour moi ça reste un livre qui est sympa. D'autant plus sympa qu'il va se passer quelque chose à un moment donné que je n'ai pas du tout senti venir. J'avais imaginé plein de scénarios, plein de trucs. Le titre, on va dire qu'il est, en tout cas le titre, la traduction, prête à confusion. Si vous avez envie de fouiller le bouquin, ne vous fiez pas forcément au titre. Voilà, ce sera mon petit teasing personnel. mais c'est vrai que je suis tombée des nues, quoi. Je me suis fait, ah ouais, non, je l'avais pas vu venir celle-là. Et malgré tout ça, donc le personnage principal c'est Alex. Il y a un garçon qui va être très important dans sa vie qui s'appelle Miles. Et pour moi, clairement, c'est Miles qui est le personnage principal, qui est le personnage intéressant de ce bouquin. J'en arrive à presque penser qu'Alex n'est là que pour justement mettre Miles en valeur et c'est quelque chose que j'ai bien apprécié. Vous l'aurez compris, je vous le conseille malgré tout, malgré le fait que j'ai pu trouver que c'était un peu long à démarrer, malgré le fait que la maladie n'est pas assez détaillée pour moi. Il y a quand même un truc de fou par rapport aux hallucinations, un truc assez incroyable par rapport à un des personnages et la description qui est faite et l'évolution qui arrive dans la vie de Miles, rien que pour ça, ça vaut le coup. Donc, ouais, allez-y. Je pense que vous pourriez aimer. Enfin, que vous pourriez aimer. Non, vous pourriez détester aussi d'ailleurs. J'ai aucun moyen de savoir si vous allez aimer ou pas ce bouquin. Mais c'est assez rare que je sois vraiment heureuse à la fin de la lecture d'un young adulte. Donc, j'ai envie de vous dire que... j'ai envie de vous dire que vous allez me donner vos avis en commentaire. Hein. C'est un peu une fin un peu cafouilleuse, mais si vous l'avez lu, dites-moi. D'accord? Après les livres que vous venez de découvrir, je me suis lancée dans deux Amélie Nothomb, d'un côté Pétronille et de l'autre Cosmétique de l'ennemi. Ni l'un ni l'autre ne vont me laisser un souvenir impérissable, mais je vais quand même vous en dire quelques mots. Dans Pétronille, donc que vous voyez ici, on retrouve la base de beaucoup de romans d'Amélie Nothomb dans sa partie autobiographique, à savoir les relations un peu particulières qu'elle peut nouer avec certaines personnes. Ici,
elle a l'occasion de rencontrer au cours d'une séance de dédicace une lectrice qui est aussi une de ses correspondantes. Vous le savez peut-être, mais Amélie Nothomb entretient des correspondantes épistolaires avec certaines personnes. Et il se trouve que voilà, elle a l'occasion de rencontrer l'une d'entre elles. Alors son nom a été changé dans le roman, mais la personne existe réellement, a priori, de ce que j'ai compris en tout cas. Et on a ce genre de relation un petit peu tortueuse avec deux personnes qui sont quand même à la base diamétralement opposées. Je vais schématiser ça comme ça l'est dans le livre en disant que d'un côté nous avons une prolo et de l'autre nous avons une aristo. C'est très très schématique, mais ça explique un peu le propos et les clashs qu'il peut y avoir parfois entre elles. Mais elles se retrouvent autour d'une gourmandise commune, à savoir le champagne. C'est pas du tout ma tasse de thé parce qu'il y a beaucoup de pages qui sont autour de ce champagne, des marques de champagne, de ce que cela peut apporter, du sentiment d'étourdissement. Alors il ne s'agit pas de beuverie, hein, clairement, mais bien de ce qu'on peut découvrir quand on est un peu pompette, quand on s'ouvre aux autres avec un petit peu plus de facilité. Le prétexte qu'elles ont pour se retrouver. On découvre donc Amélie, elle-même lectrice en fait de cette jeune femme qu'elle a rencontrée qui devient à son tour écrivain. C'est un peu bizarre, j'ai pas trop compris le propos et l'intérêt, donc je me suis un petit peu ennuyée dans ce livre. Et alors pour le coup, voilà, la fin en 2 pages, tartiner c'est bâclé, c'est non, voilà. Ensuite j'ai lu Cosmétique de l'ennemi, alors là, comment vous dire ? Ce livre m'a porté sur les nerfs, mais, il y a un gros mais, il est quand même pas mal, mais je ne vais pas le relire un jour. Mais il faut lui reconnaître quelque chose. Le premier truc qui m'a perturbée, c'est qu'en fait l'intégralité du livre, ou presque, est un dialogue. Du coup, voilà, c'est un peu difficile de s'accrocher. C'est très ping-pong, ça crée une dynamique, ça crée du lien. Cependant, le thème fait que j'ai eu envie de le lâcher dès les 30 premières pages. On est face à un homme qui est en attente de son avion dans un aéroport, l'avion est en retard, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de lui et qui commence à lui taper la conversation. Pour son plus grand agacement, puisque l'homme ne fait que parler de lui, il n'arrête pas, il parle, il parle, il parle. Et on comprend rapidement que c'est son grand plaisir dans la vie de saouler les gens. Il explique que les oreilles, en gros, c'est le seul organe qu'on ne peut pas vraiment couper du reste du monde, qu'il n'est pas interdit de saouler les gens avec des mots. On ne peut pas avoir atteinte au corps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le toucher, vous ne pouvez pas agresser quelqu'un, c'est puni par la loi, mais vous asseoir à côté de quelqu'un et le saouler de paroles, ce n'est absolument pas puni par la loi. Donc c'est le principe de ce livre. Et donc on a au départ des pages et des pages d'un homme qui ne veut pas qu'on lui parle, il veut juste qu'on lui foute la paix, son avion est en retard, il attend là, et il y a l'autre qui vient et qui le gave, et qui le gave, et qui le gave. Et ces premières pages sont très anxiogènes. Moi, j'avais pas du tout envie de continuer. Je me suis dit, si tout le roman est comme ça va être horrible. Tout le roman est comme ça. Ceci étant, petit à petit, il y a une trame d'une histoire, avec un meurtre, avec une supposition peut-être de double personnalité. Il y a des petites choses, des petits indices comme ça qui se mettent en place, qui vous donnent envie de continuer pour voir quand même où ça peut amener. Et pour une fois, de mon goût personnel dans les romans d'Amélie Nothomb qui ne sont pas autobiographiques, pour une fois il y a une intrigue réelle et un joli coup de théâtre. C'est pas non plus le twist fatal, mais il y a quand même un joli rebondissement auquel je ne m'attendais pas, donc j'ai été agréablement surprise. Je dois lui reconnaître ça. Actuellement, je suis en train de lire Puzzle de Franck Tillier. Après avoir adoré Vertige, j'ai eu envie de me lancer dans un autre roman de cet auteur. J'en suis à une bonne centaine de pages et pour l'instant, je ne suis pas déçue. J'ai énormément de mal à suivre, je m'accroche, je n'arrête pas de faire des allers-retours dans mes pages parce que j'essaie de comprendre déjà tout de suite le pourquoi du comment. C'est assez prenant, ça me plaît beaucoup, donc il devrait être terminé dans pas très très longtemps, je pense. J'espère que de votre côté, vous passez de bons moments de lecture aussi. Si vous avez envie de me dire ce que vous êtes en train de lire, laissez-moi un petit commentaire et je vous dis à très bientôt. Ciao!